Bonsoir, très heureux de vous retrouver. 5 questions à Jean Mourandais, candidat à l'élection présidentielle. Il se présente comme le président de la boîte à idées pour la France et l'outre-mer. Alors, Jean Mourandais, merci de nous recevoir au sein de votre QG de campagne. À quel moment l'idée vous est venue de vous présenter à cette élection majeure de la vie politique française? Enfin, quand on va nous, c'était un rêve de gamin. Comme souvent, quand on est à l'école, on fait l'éducation civique au collège à l'époque. Je me disais, waouh, être président, c'est quelque chose. Mais après, par la suite, l'évolution, on écoute, on apprend, on entend, on voit les évolutions. Au moment où on se dit, bon, ben, pourquoi pas, en fin de compte, on s'y prépare et on se dit, bon, maintenant. C'est une longue préparation quand même. Une longue préparation. Bien sûr. Puisque moi, ça remonte à 4 ans déjà, où on a mis en place une stratégie avec certains proches, certains amis et d'autres qui nous ont rejoints, notamment des jeunes polytechniciens, des jeunes énarques, qui en ont marre du système, on va dire, qui n'aiment pas, qui en ont marre de comment ça fonctionne, alors qu'ils savent très bien qu'il y a d'autres moyens d'agir, qu'il y a d'autres leviers à activer. Et on s'est réunis, on a mis en place une stratégie et on va dire un concept pour pouvoir par la suite valider le fait que je me présente ou pas. Alors, sur l'échiquier politique, on doit vous situer où? Français. Français, mais au niveau, vous êtes plus à droite, centre, gauche, l'étiquette politique. La France, c'est un seul pays. L'étiquette politique, c'est ancestral. On va dire que c'est une manière de différencier les Français, de diviser les Français, et je pense pour certains pour mieux régner. Il ne faut pas oublier que la Ve République, c'est quand même une monarchie qui est déguisée. Donc pas de parti. Vous non. Présentez un peu comme, sans vouloir le citer, comme M. Macron qui dit... Non, il faut qu'on mette les choses au clair. Ouais. Il ne veut pas entendre de parti non plus. Hein. J'entends tous les médias dire qu'Emmanuel Macron ne fait pas partie d'un parti politique, n'a pas de mouvement politique, enfin il n'a pas de mouvement politique, mais ne vient d'aucun système politique. Il faut arrêter de mentir aux Français sous le prétexte qu'on veut du sang nouveau ou autre chose. Emmanuel Macron, il est clairement monté dans un parti politique. D'accord ? Quand notre président actuel de la République était candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, il était où? Il n'était pas hors de la politique. Il faisait partie de l'équipe de campagne du président de la République, de la gauche. Quand notre président de la République a été mis en fonction, Emmanuel Macron était secrétaire à l'Élysée. Je ne suis pas fou, je ne suis pas tombé du ciel. Après, il a été nommé ministre de l'économie d'un gouvernement de gauche. Mais comment ça, il n'est pas de gauche? Là, on veut nous vendre cet arnaque intellectuel. Il faut arrêter. Alors, je reviens sur comme le slogan, le président de la boîte à idées. Ça symbolise quoi? Ça symbolise un rassemblement, en fin de compte. C'est que tous les Français, ça permet à tous les Français de déposer des idées pour la France. Il n'y a pas d'idées qui ne sont pas importantes, il n'y a pas d'idées qui sont bêtes. C'est donner la possibilité aux Français de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est ça le but. Important. Alors, les 500 signatures, il faut les avoir pour se présenter à cette élection majeure. Quelle élection présidentielle vous les avez? Ouais. Vous les aurez? Ouais. Laisse-moi faire vivre. Mais je me bats pour ça. C'est compliqué. Mais alors, nous tournons cette émission, vous êtes presque sur la ligne d'arrivée? J'y suis encore loin. Je suis optimiste. Ça risque de bouger la semaine prochaine. Vous pouvez lancer un appel Ah, mais bien sûr, mais je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Mais vous savez, lancer un appel, c'est quelque chose. Mais après, les signatures, c'est souvent assujetti au fait qu'un parti politique déverrouille la possibilité pour les maires de vous accorder des signatures, si ça les arrange ou pas. Celui que ça va arranger, peut-être qu'il me dira, bon ben, on va le filer un coup de main. Mais celui qui n'arrangera pas, je ne veux pas de signature. Comment allez-vous entamer cette campagne, les meetings, les médias, comment ça va se passer? On a un meeting qui va être bientôt annoncé, ça va être début du mois de mars. On va faire comme on a fait d'habitude, on va contacter tous les médias, pas uniquement les médias communautaires, puisque quand j'ai lancé ma candidature, j'ai aussi contacté les médias nationaux, et jusqu'à maintenant, je n'ai été reçu par personne, personne ne m'a contacté. Aucune télévision écoutez-moi. J'ai eu directement le service politique de France Télévisions, de France 2, directement, à la fin d'année. Je les ai relancés à plusieurs reprises. Personne ne me contacte. Et quelle interprétation faites-vous justement de ces contacts que vous n'avez pas eu avec ces médias? L'interprétation, je ne les intéresse pas.
On a pu le voir, hein, il y a une grosse bulle qui s'est créée autour justement d'Emmanuel Macron, sans programme, en se faisant applaudir tous les 3 mots, sans rien dire. Ça, c'est super. Mais attention, ça parle du concret. Alors que moi, j'ai un programme qui est établi depuis un moment. D'accord ? Ce sont les premiers, surtout que France Télévisions, c'est service public. Qui dit service public doit refléter justement la diversité. Ce sont les premiers à dire qu'il n'y a pas de renouvellement politique, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique dans notre pays. Et quand il y a un jeune qui le fait, qui met tout en place pour être crédible, c'est souvent ça. Ça fait des années qu'on nous vend des super, j'aime ce mot, hein, des super bad boys de la politique. Ils sont ultra compétents, ils savent tout faire. Et après, à chaque fois, ce sont les mêmes qui ont dit qu'ils sont super compétents, qui viennent dire ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas su faire, ils n'ont pas été bons. Vous comprenez le truc? C'est le même système qui continue, c'est un vrai écosystème qui continue. Et ce sont les premiers à dire qu'il faut du sang neuf, et quand il y a du sang neuf, rien n'est fait. Votre programme, parlons-en, globalement, qu'est-ce que vous proposez pour l'économie du pays, l'insécurité, le chômage, l'immigration? Les dossiers sont nombreux. Il y a beaucoup de dossiers, ce sont les mêmes qui reviennent chaque élection. Hein. C'est l'insécurité, le chômage, la santé, les retraites. Aujourd'hui, je pense que l'État doit changer sa doctrine en matière de politique nationale. La plupart du temps, les hommes politiques qui sont en place, ils activent souvent un levier d'emprunt économique pour combler les dettes, ce qui crée encore de la dette. Il y a des investissements qui ont été faits, mais qui ont été mal utilisés. Aujourd'hui, je suis pour un État rentier, c'est-à-dire un État qui investit 1 euro à condition que ça lui rapporte 1 euro, sur tout ce qui n'est pas régalien. Ce qui est régalien, on n'y peut rien, il n'y a pas de production. D'accord ? Si moi, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise il y a quelques années, je suis en faillite, ou bien je suis déficitaire, la banque frappe à la porte et me dit bon, on ne peut plus continuer, je suis liquidé. Sous prétexte que nous sommes un État et qu'il y a des leviers d'endettement à activer, des accords à passer pour permettre qu'on active certains leviers pour que l'argent revienne toujours pour combler certains déficits, on fait n'importe quoi. Et depuis des années. Aujourd'hui, moi, je prends pour un État fort économiquement, un État rentier, un État propriétaire. En parlant du programme, dans mon programme, il y a ce que j'ai mis qui s'appelle le plan 500. Le plan 500, c'est pas compliqué, il consiste à créer 1 million de logements dont l'État serait directement propriétaire. 500 pour un loyer moyen de 500 euros. Parce que l'État serait propriétaire de bien sûr, qu'est-ce qui l'empêche? Aujourd'hui, il y a beaucoup de logements qui sont créés, c'est des promoteurs, l'État permet, facilite qu'il y ait des créations, mais l'État elle-même, pourquoi ne peut pas être propriétaire de 1 million ou 2 millions de logements à terme? Parce que 1 million de logements dont l'État serait propriétaire avec un loyer moyen à 700 euros, c'est 6 milliards d'euros l'année. On a eu la Coupe d'Europe, je suis ancien footballeur, ravi, les Français sont heureux, on a eu du football chez nous. Pour environ, on va dire en gros, grosso modo, entre 300 et 400 millions investis, ça a rapporté environ 1 million 200 milliards d'euros, tout confondu dans l'univers commercial et tout ce qui va avec. Là, c'est du concret. 6 milliards d'euros tous les ans, après avoir construit 1 million de logements dont l'État serait propriétaire et de plus qui répondrait aussi au manque de logements qu'il y a pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui en France, il faut le dire, les jeunes galèrent pour se loger. C'est très difficile, avec des loyers qui sont exorbitants. Surtout ça, et pour étudier. Parce que c'est tout quelque chose, c'est tout un cursus qu'il faut revoir. Hein. Donc il faut changer fondamentalement le système de fonctionnement de l'État. Mais bien sûr, il faut mettre l'argent sur tout ce qui est régalien, tout ce qui est la sécurité, qui est la police. Dans mon programme, encore une fois, moi je suis pour une police forte, d'accord, mais une police irréprochable. J'étais à la manifestation pour Théo, j'ai vu ce qui s'est passé, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui s'est passé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais une police forte, irréprochable. Et c'est pour cette raison que dans mon programme, avant même qu'il y ait eu les manifestations concernant Théo et ce qui s'est passé pour Théo, j'ai proposé que tous les policiers soient équipés, un peu comme aux États-Unis, d'une caméra. Ce qui va être fait progressivement maintenant. Parce que ils en parlent, mais quand même, je crois qu'il y a un essai sur un de départements pour 2000, mais moi, je veux que ce soit généralisé tout de suite. Si les Français me permettent, et si les élus me permettent d'être à l'élection présidentielle et d'être élu président de la République,
le premier budget dépenses de sécurité que je mettrai à l'intérieur de la France, c'est équiper la police telle qu'elle devrait l'être. Ça, c'est une partie pour ceux qui sont dehors, mais même dans les commissariats, mettre en place du numérique. Aujourd'hui, la technologie existe depuis un moment, et il y a des choses à faire et à améliorer. Aujourd'hui, un policier passe son temps à taper des PV d'intervention. Et ça lui prend du temps pour être dehors. Un procureur qui reçoit après les informations doit le relire. Mais attendez, aujourd'hui, il peut faire l'interview en direct, une caméra et une bande son qui enregistre, une signature numérique, et en temps réel, le procureur il a les informations. On va beaucoup plus vite. Revenons sur l'économie, le chômage. Le taux est assez important. Comment réduire ce taux à travers les mesures que vous pourriez proposer, présenter? Première chose, il y a une chose qu'il faut stopper, tout de suite. Et je le dis directement, parce que je sais que ça a un impact. Sur tous les CV, moi je demanderai que ce soit interdit qu'on mette la notion d'expérience sur un CV. Si vous cherchez quelqu'un pour un travail, vous précisez 5 ans d'expérience. Automatiquement, vous enlevez tous ceux qui ont moins de 5 ans d'expérience pour accéder à ce poste-là. Déjà, tout de suite. Le pire, c'est quoi? C'est que tant que vous ne trouvez... L'entreprise est en train de me faire croire que tant qu'elle ne trouve pas quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, elle n'embauche personne. Donc, ça veut dire que tu as besoin de poste. Donc, ça n'a aucune espèce de logique. Ça, c'est pour ne pas aller chercher très loin. Hein. Donc, ça, supprimez tout de suite la notion d'expérience. Ça, c'est pour l'embauche. Ça, c'est pour créer. Oui, bien sûr, on va y arriver. C'est pour l'embauche. Pour créer maintenant, ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut baisser les charges des entreprises. Personne ne les fait concrètement. Essayons une fois. Essayons une fois. On baisse les charges concrètement sur les entreprises. Moi, je propose de baisser les charges environ de 8 points sur les entreprises, sur les salaires qui sont au SMIC. D'accord? On essaye. Si ça ne fonctionne pas, on change tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiciens ont du mal à dire « je me suis trompé, je veux faire marche arrière ». Mais puisqu'on n'a pas essayé, essayons. Ça ne fonctionne pas, le peuple sera averti. On essaie, ça ne fonctionne pas, vous inquiétez pas, on fera autre chose. Mais il faut qu'on trouve la bonne solution, la bonne démarche. Donc il faut commencer par baisser les charges et mettre en place plein de leviers pour permettre justement à la création d'entreprises, parce que le monde évolue, faciliter le fait que les jeunes puissent entreprendre. C'est pour cette raison que je propose une banque de l'e-commerce et du numérique pour les startups et pour ceux qui ont moins de 3 ans. Je parle d'une banque de l'État, pas une banque d'investissement. Parce que quand on voit aujourd'hui que vous allez à la banque, moi j'ai été victime de cela, donc je sais de quoi je parle, j'en ai plein d'autres qui ont été victimes de cela. Vous allez à la banque avec un projet, du numérique, ça a évolué depuis quelque temps quand même. Et les banquiers vous disent, il n'y a pas de matière pour se retourner en fin de compte. Du numérique, oui, mais bon, je connais une banque qui m'a dit, qui m'a répondu textuellement, nous sommes une banque d'artisans. Ah, j'ai fait d'accord, ok, pardon. Vous voyez, c'est quand même particulier. Alors, vous êtes originaire des Antilles et plus précisément de la Guadeloupe. Alors, je pense que vous ne devez pas oublier les Outre-mer au sein de votre programme. D'abord, cette loi égalité réelle qui a été votée, qui a été adoptée définitivement, quelle est votre réaction? Vous savez, je ne suis pas très pour ce genre de loi. Malheureusement, il faut arriver à cela pour permettre, on va dire, aux Français d'origine immigrée d'accéder à l'emploi, d'accéder à des postes. Parce que c'est une forme de stigmatisation indirecte. Ça veut dire que nous sommes des sous-hommes, que nous sommes différents des autres. Parce que s'il faut des lois pour permettre à un Français d'origine maghrébin, à un Français d'origine ultramarine d'accéder à un poste ou d'accéder à un travail, où va le monde? On n'a pas évolué. Donc malheureusement, il faut activer ce levier pour certaines choses. Mais moi, je préférerais que les politiques aujourd'hui mettent en place de vraies politiques d'union nationale, des vraies politiques fraternelles, parce que souvent ils parlent d'égalité, de liberté. Mais la fraternité, maintenant, quelques-uns en parlent, mais c'est la base d'une nation. Si nous sommes tous forts ensemble, on va être plus forts. Si on est plus fort en France, dans notre pays, on sera plus fort par rapport à l'Europe, et on sera beaucoup plus fort par rapport au monde entier. Alors, quels sont les points cruciaux de votre programme pour les Outre-mer, sur le plan économique, social et tout le reste? Parce que les dossiers sont nombreux, les Outre-mer traversent depuis de très nombreuses années des difficultés avec un chômage endémique. Vous savez quoi? J'ai appris que dans les zones franches, je parle encore de la Guadeloupe, mais je pense que c'est pareil pour la Martinique et pour la Guyane et pour la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie. Je ne vous oublie pas, hein. Je suis de la Guadeloupe, mais on est tous pareils, on se bat tous ensemble pour le même combat. Que dans les zones franches, il y a des cabinets d'avocats dans les zones franches. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans les zones franches? Des experts comptables?
Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Moi, je propose pour les ultramarins, pour l'outre-mer, de créer ou bien de réaménager les zones franches, mais uniquement pour l'exportation des biens et des services. Deuxième point, on a des plus forts taux de chômage en France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. On va dire qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont délocalisé tout ce qui est service client, call center, au Maghreb, à Madagascar, à l'île Maurice. Mais pourquoi pas chez nous? On est français, on parle français. Et il y a un décalage horaire de 6 heures. Excusez-moi, si vous n'avez pas de travail et qu'on propose de bosser à 1h du matin et que vous finissez à 10 heures, vous y allez ou vous n'y allez pas? On s'adapte à la situation. Il y a plein de monde qui travaille de nuit, des infirmiers qui travaillent de nuit, donc on peut très bien s'adapter à la situation. Donc ça, on va dire que ça, c'est une mesure qui me semble très efficace et qu'il faut étudier. Peut-être d'autres mesures. Alors, quelles sont les mesures qui pourraient inciter quand même à la création? Parce que pour qu'il y ait de l'emploi, il faut créer des entreprises, des grosses, des moyennes, des petites. Il faut faciliter la création d'entreprises, mais il faut aussi permettre de baisser les charges pour alléger, d'accord, ces jeunes créateurs, parce qu'ils vont dans l'inconnu. Le marché, il est fermé. La Guadeloupe, c'est 500 000 habitants environ. D'accord? La Martinique, c'est à peu près pareil. La Réunion, un peu plus. Donc, c'est un marché qui est fermé. Pour pouvoir les permettre d'émerger, il faut activer les leviers fiscaux. D'accord? Selon vous, est-ce que tout de même, il est possible de donner du travail à tout le monde en Guadeloupe, que ce soit en Martinique? Il faut soulever le problème aujourd'hui. Non. Avec moi, en politique, il n'y aura jamais de langue de bois. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, soyons clairs. Clairement, ce n'est pas possible. Ceux qui viennent vous vendre, qui vont éradiquer le chômage, ce n'est pas possible parce que tout simplement, il y a des postes qui sont assujettis au chômage. C'est parce qu'il y a du chômage qu'il y a certaines personnes qui travaillent. Et on ne peut pas tout faire, c'est la vérité. Alors, quoi faire alors? Il faut que ces jeunes, les moins jeunes, quittent les entreprises. Faut qu'il y ait qu'il y ait un vrai turnover qui se fasse, d'accord? Un vrai turnover, que tout le monde puisse travailler, le maximum de personnes puissent travailler. Ça serait mentir de dire que d'un coup de baguette magique, on va faire tout le monde travailler. C'est pas possible. D'accord? Celui qui dit ça, c'est un menteur. Je lui dis clairement, ça peut être n'importe quel grand politicien, je lui dis que c'est un menteur. Parce qu'on va dire que le marché du travail n'est pas exponentiel. Hein. D'accord? Ça, c'est la vérité. C'est comme un terrain de football, le terrain, ça ne grandit pas. Donc, s'il est bien quadrillé, l'adversaire ne passera pas. C'est pareil. Il faut qu'il y ait une Europe pour que ça passe. C'est un leurre de dire et de promettre aux gens que le chômage se retrouvera un jour à 0%. Dans les Outre-mer, l'insécurité aussi a pris une certaine dimension, peut-être un phénomène lié aux difficultés sociales du moment. Vous avez là aussi des mesures pour assouplir le phénomène, peut-être pas les enrayer, mais en tout cas... Ça passe par le travail. Moi, je m'en veux en quelque sorte, parce que moi je suis parti, j'ai quitté l'Outre-mer, j'ai quitté la Guadeloupe à 19 ans pour faire du football. Et je me suis aperçu quand je suis revenu 3 ans après, qu'il y avait un trou. Ça veut dire que moi, ma génération avait des exemples, d'accord, qui nous encadraient, il y avait ceux qui avaient 3-4 ans de plus que nous, on avait des repères. Et aujourd'hui, il y a eu un saut de génération qui font que ces gens-là n'avaient plus de repères. Moi, j'avais un terrain de foot à côté de chez moi, où je jouais souvent au football. Maintenant, quand je suis retourné quelques temps après, il n'y avait presque plus personne. Et les mêmes jeunes, je les vois dehors, je les dis bonjour, on se salue, et on sait ce qu'ils font. D'accord? Pour essayer de s'en sortir, ils font des jobs. La plupart du temps, ils sont assis, ils fument. D'accord? Mais ça, c'est normal, puisqu'il y a eu ce trou générationnel. Mais le plus, c'est que le travail qu'il y a sur place en Guadeloupe, on a beaucoup aussi de métropolitains qui reviennent en Guadeloupe. C'est normal, hein, attention. Mais nos jeunes, chez nous, il y en a qui ne sont pas bien orientés, qui ne sont pas bien formés. On parle d'insécurité, mais c'est une réaction à tout cela. Je n'ai pas de travail, je veux m'en sortir, je veux aussi m'acheter des choses, faire de belles choses. Je vais voler, je vais faire des coups, je vais dealer, je vais arracher un téléphone. Tout est lié en fin de compte. Donc il faut commencer déjà par bien former les jeunes et leur offrir du travail. Revenons dans l'Hexagone, l'immigration fait débat au sein de cette campagne. Quelle est votre position sur ce dossier? La mienne, elle est claire et elle est tranchée. C'est une manière de diviser les Français. Je le dis à tous les Français. Tout le monde commet des erreurs. Personne n'est parfait.
nous avons des jeunes Français d'origine maghrébine qui sont tout le temps stigmatisés, où certains partis politiques prennent la majorité visible pour faire passer que comme quoi ce sont eux qui créent les problèmes. Ce ne sont pas des immigrés. Pareil, les Français d'origine d'Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Moi qui suis antillais, attendez, ça m'est arrivé que c'est quand je discute avec les gens, ah, t'es antillais, c'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, on est avant tout français. Et aujourd'hui, je ne vais pas le citer, on a un parti qui s'appelle le Front National, qui depuis près de 40 ans fait son beurre sur l'immigration. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, le beurre que se fait le Front National sur l'immigration, ce sont des jeunes qui ne sont plus immigrés. Ils sont français. Les jeunes de la banlieue française, ils ne sont pas immigrés. Ils sont nés en France, ils sont français. Que vous critiquez leur culture, que vous critiquez leur rassemblement communautaire, mais ils restent français. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on crée un nouveau Auschwitz? C'est ce qu'ils veulent? Non. On n'y pourra rien, ils sont français. Ils ne pourront pas les mettre dehors. Ils sont français. Vous pensez que c'est soulever un problème alors qu'on sait qu'il n'y a pas de solution? Mais c'est même pas de solution, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, il faut adapter la situation pour que tout le monde soit vraiment d'une égalité parfaite. Moi, je vous dis quelque chose. Je suis délégué pour une ONG africaine à l'ONU. Ce qui est bien à l'ONU, c'est que tout le monde est accessible. Vous pouvez discuter avec tout le monde. On regarde votre badge, on discute avec tout le monde. Vous apprenez des choses. Donc j'ai rencontré des gens. Et j'ai eu, par exemple, des Finlandais qui m'ont dit « Mais vous nous faites rire en France avec votre immigration. Vous avez un parti qui parle d'immigration et qui stigmatise des immigrés qui ne sont pas immigrés. Maintenant, s'ils veulent prendre comme excuse depuis 5 ans qu'il y a eu la guerre en Syrie, la guerre en Libye, qu'il y a des migrants qui sont en France, très bien, c'est une excuse. Oui, il y a des migrants qui sont en France maintenant. Mais ce n'est pas 5 ans que ça a commencé. C'est vraiment que ça a commencé. Et mettre le doigt sur qui? Excusez-moi, en France, il y a environ 200 000 personnes d'origine immigrée qui rentrent en France chaque année. Il y a environ 190 000 qui repartent. D'accord? Les immigrés, ils sont où? Ils sont où les immigrés? Il faut arrêter. Alors, je pense que vous entamez cette campagne, bien évidemment, pour gagner l'élection présidentielle, le président de la République. Quels sont les atouts? Quels sont vos atouts pour gagner cette élection, Jean Moradé? Ah ben, contre Emmanuel Macron, je ne dirais pas du système. J'ai travaillé. C'est l'atout principal. Parce que c'est là-dessus qu'aujourd'hui ça surfe. Les médias surfent là-dessus, il est un peu différent. Excusez-moi, il n'est pas différent, c'est une chose. Je ne viens pas du système. Donc, je n'ai pas d'amis banquiers, je n'ai pas travaillé chez Rothschild, je suis désolé. Mais ce n'est pas un défaut. Hein. Et si je le dis, j'ai entrepris, je sais ce que c'est. J'ai des amis qui sont non salariés, je sais ce que c'est. Je viens du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui que les problèmes du peuple, je les connais un peu mieux que les autres. Je n'ai pas la sens infuse dans cette humilité. Hein. Mais quand on vient du peuple, qu'on a fréquenté un peu tout le monde, tous les salariés du peuple, on a fait des bêtises de jeunesse, on a fait plein de choses. Ah, moi j'ai fait des conneries, je ne m'en cache pas. Hein. J'ai fait des conneries. Hein. J'ai perdu un pari, à l'époque où j'étais au FCMS, j'ai perdu un pari au foot, un pari à la con, au tir au but, parce que moi je suis gardien de but à la base, avec des amis. Et le pari c'était quoi? C'est que tu vas à la FNAC, tu t'assois au canapé de la FNAC devant la télévision, et tu prends le téléphone de la FNAC et tu téléphones. Une question délicate, lorsque vous dites, je sais pas, un peu partout dans la rue ou ailleurs, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, comment vous êtes perçu? Quelle est la réaction des gens? Quel est le regard? C'est vrai. C'est vrai. Oui, donc il y a une réaction. C'est pour ça que je pose la question. Oui. C'est vrai. 3-4 fois c'est vrai et après c'est bien. Et c'est réel. Voilà. C'est bien, il faut. Ah oui, c'est faux. Mais attention, hein, ce sont comme des monstres politiques. J'ai dit ça reste les hommes. Nous avons parlé des Antilles, des Outre-mer. Vous pensez vous y rendre avant de... Oui. L'élection? Oui. Je repartirai en Guadeloupe très prochainement. En Martinique aussi, en Guyane. Je ferai un tour un peu partout. Et sur place, je suppose que vous avez des cellules, des antennes pour véhiculer... Vous me prenez de court. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va se passer d'ici quelques jours. L'info exclusive. Faut pas utiliser ce que je vais dire off dans l'interview. non, il y a un événement qui va se passer d'ici une semaine, du moins j'espère. Et à partir de là, il y a des choses qui vont être dévoilées. On aura une idée plus structurelle de ce qui se passe et tout le monde sera un peu plus au courant de ce qui se passe concernant ma campagne. Alors, une campagne électorale, d'une dernière question, on prend beaucoup de coups parfois. Vous avez le dos assez dur, vous vous préparez à cela? Des coups? Ah mais
On vous tire avec une petite phrase dessus, vous n'êtes pas trop sensé, vous êtes prêt? Je vais vous dire une chose, j'ai pas de casserole. Donc après, tout ce qu'ils pourront dire, c'est j'ai pas de casserole, moi. Donc le canard enchaîné n'a rien à Mais Mediapart, sortir au Mediapart Euro. Ils font leur boulot. C'est beaucoup dire. Hein, parce que, vraiment, quoi. J'appelle pas ça du journalisme, moi. C'est pas grave. Voilà. Alors, une toute dernière question. Parlez-nous un petit peu de votre équipe, l'équipe qui vous entoure là, pour mener à bien votre campagne. Bon, j'ai une équipe de campagne qui a quand même, et qui est encore en fonction, on va dire, qui est dans l'administration, une bonne administration française. Donc c'est plutôt confidentiel. Après, en gros, on est une dizaine. Entre, comme je vous disais, les jeunes amis que j'ai qui sont des avocats, qui sont un peu partout, que j'appelle les hommes de l'ombre, parce que c'est ceux-là on va dire, c'est la force de l'ombre et qu'on ne veut pas, et qui ne veulent pas non plus du tout qu'on les cite, et que voilà, ils sont là pour donner des idées, pour travailler sur le programme, j'ai pas commencé en communication, hein, d'accord? Donc au moins ça c'est clair. Je suis pas là pour essayer de mentir aux Français, de tout faire pour vous attirer. Je reste vrai et je reste naturel. Donc déjà, avant tout, il y a ça. Et après, il faut savoir une chose. Il faut savoir que notre programme, avant tout, a été basé sur la récolte d'idées des Français. On a synthétisé les idées des Français avec nos propres idées et l'environnement actuel et et la vision que nous avons pour la France. Et nous avons fait le programme. Et il va encore évoluer parce que par rapport à ce qui va se passer, il va encore évoluer. Vraiment une toute dernière question. Aucun parti, vous dites, vous êtes seul, alors pour mener une campagne, il faut... J'aime pas ce mot-là, je suis pas seul. Voilà, mais il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti autour de vous. Pour mener une campagne, il faut de l'argent, comment vous faites? Il y a une partie qui a été mise de ma poche pour l'instant, et avec mon entourage. Et par rapport à ce qui va se passer dans une semaine, j'espère que tous ceux qui adhèrent au projet politique que je veux mener me soutiendront, soit par un don, soit par une adhésion. Voilà, merci à vous Jean Mouradet d'avoir répondu à nos questions. C'était donc 5 questions à Jean Mouradet, candidat à l'élection présidentielle. Je vous rappelle qu'il est originaire des Antilles et plus précisément de la Guadeloupe. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.